Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera santé évidemment, société, civisme et politique. L'essentiel de l'actualité commenté, analysé, développé par la rédaction et nos invités. Et justement, pour décrypter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, professeur Yahya Karamoko. Il est virologue, docteur en biologie cellulaire et moléculaire. Monsieur Valentin Zawi, lui, il est sociologue. Joël Nianzou, il est journaliste. Nesmond Delors, journaliste rédactrice en chef du Média Citoyen. Enfin, Élisée Bologbe, qui est journaliste, qui va nous rejoindre dans le courant de cette émission. Chers confrères, chers invités, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, ce sujet qui a suscité l'émoi en début de semaine pour faire face à la dissémination du coronavirus. Les autorités sanitaires ont décidé d'installer des sites de dépistage dans l'ensemble des communes d'Abidjan et le centre de dépistage en cours d'installation dans la commune de Yopougon a été vandalisé par des riverains dans la nuit de dimanche à lundi, suivi de manifestations de rue le lundi matin. Quelques jours après, l'on a assisté à un mouvement d'humeur également à Bangolo, dans l'ouest du pays où les populations refusaient l'accès à la ville d'un camion transportant des produits pharmaceutiques. On en parle dans un instant avec nos invités, mais avant, ce sujet de Thiem et Danger. Jet de lacrymogène contre jet de pierre. C'est à cette scène que les policiers et jeunes manifestants se disant opposés à l'ouverture du centre de prélèvement de proximité de cas suspects du coronavirus se sont livrés ce lundi à Yopougon-Croix-Rouge. Très vite, le mouvement touche les quartiers avoisinants, dont Nouveau Quartier, Koweït, Gandhi et sapeurs-pompiers. Des barricades sont érigées. Pourquoi les coins isolés là, dès l'aéroport, on ne dépose pas ces cas, ou bien aux Jeux Olympiques où c'est isolé, on dépose là-bas, et c'est en pleine ville, BAE. Attends, vous voulez quoi de la GS de Yopougon? Pardon, on n'a pas autre chose que de parler maladie là, repartir aller les installer ailleurs. Le préfet, décidé à apaiser les esprits, descend sur le terrain. Le dialogue s'engage avec des meneurs de la grogne, en vain. Vous-même, vous savez que ça, c'est pas bon. Je dis. L'état de siège demeure au désarroi du préfet d'Abidjan. C'est pour vous-même. Alors que vous prenez le taxi, le bus, le bac à aller au fond, à 13 jours à Cody, combien sont à côté? Personne ne vient d'ailleurs. Ce que vous voyez là, la même chose dans toutes les communes d'Abidjan. Ça, c'est pour vous devez être content d'avoir ça à côté de vous. Si vous avez la fièvre, si vous avez la toux, si vous pensez que vous avez pu toucher quelqu'un qui a le coronavirus, vous allez tout près ici, à pied. C'est tout. La carotte laisse finalement la place au bâton. La police se déploie. Plusieurs unités prennent position et lancent l'assaut. La police finit par prendre le dessus. Les voies sont libérées au fur et à mesure. Et des usagers coincés peuvent alors sortir pour leurs courses. Ce, après plusieurs heures de folle violence imputées à une grogne contre ce centre de proximité détruit par des jeunes surexcités. Pourtant, ce lieu de dépistage est dédié au prélèvement des personnes désireuses de connaître leur sérologie au Covid-19. Monsieur Valentin Zawi, vous êtes sociologue. Votre travail consiste justement à analyser l'impact du social sur les questions humaines. Comment vous expliquez ce soulèvement à Yopougon contre l'installation d'un site de dépistage contre le coronavirus? Alors merci Ali. Avant toute chose, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de cette pandémie-là qui fait beaucoup de tort à l'échelle mondiale. Et aussi préciser modestement, sociologue de profession, parce qu'on a aussi nos maîtres. Mais c'est vrai que c'est toujours utile aussi de Vous êtes à cheval entre la sociologie et les ressources humaines. Exactement, voilà, c'est un peu ça. Alors la question que vous posez renvoie à une notion qui est chère à Émile Durkheim, qui est un des grands sociologues, qui est une référence en la matière, qui est la question de la représentation sociale. Et pour faire très très moins savant, c'est en tant qu'acteur de la société, quelle est notre perception des choses ? Comment est-ce que nous voyons les choses ? Et les Ivoiriens sont connus pour leur sens de la dérision. En d'autres circonstances, ça nous a beaucoup aidés. Durant nos nombreuses crises militaro, socio-politiques. La question aujourd'hui, c'est c'est vrai d'observer, de constater qu'il y a eu violence.
Par principe, personnellement, je suis vraiment contre tout ce qui est violence. Mais on ne peut pas exclure la violence, mais on peut aussi chercher pourquoi on en arrive là. Je pense que c'est peut-être ça. Selon vous, pourquoi on arrive là? Alors, vous savez, depuis près d'un mois, on est tous confinés, ou on s'auto-confine, parce que la situation l'exige. Donc, du coup, on a le temps de suivre l'actualité. Et moi, je suis particulièrement l'actualité, les officiels, tout ce qui est dit. Et j'ai bien entendu un moment le ministre de la Santé, le docteur Aka Awele, jeune, qui a dit qu'il va arriver un moment, quand il y aura un pic, il y a des chances qu'il y ait, on délocalise les centres pour les malades. Pour dire, faisons aussi attention, en fait. Je pense qu'il y a, comme je l'ai dit, on ne peut pas excuser ça, mais le déficit de communication, il est établi. Donc pour vous, il y a un déficit de communication qui a conduit à cette situation. Bien entendu. Ce que je veux dire, quand on décide d'ériger un centre, mais le minimum, c'est quand même que les populations soient informées. Alors, peut-être qu'il y a un épisode qu'on a raté, mais manifestement... On est quand même, je m'interroge, on est quand même dans une situation d'état d'urgence. Tout à fait. Mais alors là, initialement, c'était les malades. Après, on parle d'un centre de dépistage. Je veux dire, c'est quand même important qu'on explique, et je suis d'accord avec vous, dans une situation d'urgence, mais on peut expliquer les choses. Et on a les moyens pour ça. Autant on fait quotidiennement le point des différents cas, mais autant aussi on peut expliquer les choses. Donc, ce qui s'est passé à Yopougon, comme je dis, on ne peut pas l'excuser, mais j'estime que, je pense que le préfet sur le terrain, c'est ce qu'il a fait. Mais après coup, il faut prendre le temps d'expliquer les choses. Parce que c'est vrai qu'on est dans un pays où, généralement, on dit qu'il y a beaucoup d'analphabètes. C'est un fait, près de 50%, pour ce que j'ai cru comprendre. Il y a peut-être aussi des gens qui sont instruits. Mais cette partie de personnes qui n'ont pas cette chance comme nous d'avoir les choses aussi évidentes en termes de compréhension, je pense qu'il faut se donner la peine d'expliquer aux gens. Et quand on prend la peine d'expliquer, c'est important de faire de la pédagogie quand on gère les choses, parce que justement, les citoyens ne sont pas au même niveau. Donc je pense que là, on vit une situation où la communication elle est essentielle. La communication, c'est un métier, comme on aime à le dire, mais la communication des crises, c'est encore tout autre chose. Donc je pense qu'en la matière, voilà, on pourrait y revenir, mais je pense que... voilà. Professeur Yaya Karamoko, c'est aussi votre avis? Oui, pas totalement, mais ce que je voulais dire d'abord, ce qui est important pour ceux qui manifestaient, pour tout le peuple de Côte d'Ivoire ainsi que pour le gouvernement, c'est qu'on ne répète pas ce genre d'action. Parce que ici, c'est vrai, on peut parler des déficits de communication. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu mieux communiquer que ça. Et d'ailleurs, la première réaction du gouvernement, ça a été de temporiser, de chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu amener ces gens à se mêler, à oublier leur propre santé dans Abidjan qu'on déclare comme épicentre. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce de la manipulation? Encore, il faut chercher à comprendre. Est-ce que c'est l'angoisse qui a favorisé? Quelque chose a été sémé pour arriver à cela. Donc, les autorités ont pris d'abord la voie de la négociation. Le préfet d'Abidjan et les autorités sécuritaires ont essayé de négocier. Ça a abouti à quelque chose très rapidement qui a stabilisé la situation. Mais déficit de communication à améliorer ou pas, il y a quelque chose qui doit être très clair pour nous tous. Si je ne comprends pas quelque chose, que j'ai une impression que j'y passe à la casse, c'est totalement insensé. Est-ce qu'on ne finit pas par perdre sa raison quand on agit comme on a agi à Yopougon? Oui, c'est-à-dire ce qu'il faut dire pour la suite. Ce n'est pas forcément un jugement sur Yopougon, mais il est important pour nous tous. Si j'ai une impression que je me mets à agir, l'action qui doit suivre ces gens d'incompréhension, c'est d'approcher les autorités pour comprendre. Parce que si on ne le dit pas clairement maintenant, nous sommes dans un processus complexe. Tout le monde sera débordé à un certain moment. Donc personne ne fera une communication parfaite, même si personnellement, j'exhorte le gouvernement à impliquer les sciences sociales, sciences humaines et toute technique qui peut permettre de mieux comprendre la population. Le gouvernement a fait d'ailleurs preuve de beaucoup d'empathie. Certains citoyens se plaignaient que la réponse était molle, mais ce qui est important pour l'avenir, et il y a des raisons scientifiques à cela, ce qui est important pour l'avenir, qu'on peut dire à tout le monde en Côte d'Ivoire ici, il n'est pas bon que je me réveille, j'ai une impression, je vais casser quelque chose, je pose des actes, sinon personne ne peut tout connaître.
On peut approcher la mairie, les préfets. Si ça se répète, que je ne comprends pas quelque chose, je trouve un danger, je ne vais pas aller détruire des biens. Je ne vais pas aller mêler les populations. Imagine le risque. Si dans la foule, il y avait 17 personnes qui étaient contaminées, que Dieu nous en garde, ça va être une exécrable opportunité de répandre la maladie. Les gens se sont oubliés. Il y a des aspects scientifiques à ce genre de réaction. Pendant les pandémies, on peut revenir dessus, mais c'est une des dimensions de la crise qu'il ne faut pas négliger. Il faudrait que... Je sais que la population de Yopougon, la population ivoirienne comprendra qu'il ne faut pas avoir des réactions épidermiques, sinon on peut faire des dégâts. Il y a des gens qui sont morts dans des épidémies en prenant des réactions comme ça, en disant après que je croyais qu'après s'être contaminé et contaminer d'autres personnes. Nesmond Delors, Joël Nianzou, Oui. que dites-vous de ceux qui estiment qu'il y a de la manipulation derrière ces jeunes qui ont manifesté à Yopougon? Disons que tout est possible. Il peut y avoir manipulation, mais déjà, il faut dire que le terrain aussi s'y prêtait. La question de la psychose. Comment on réagit devant la psychose? On a les spécialistes, ont développé, le sociologue, le médecin. Mais comment on réagit en général quand on a peur? L'instinct de survie, de protection. Et en le disant, ce n'est pas... ce n'est pas excusé ce qui s'est passé à Yopougon, parce que je suis d'accord qu'il y a une crise de communication. Et quand on parle de crise de communication, il ne faut pas tout de suite se braquer pour penser qu'on indexe forcément le gouvernement. Parce que la communication dans ce temps de crise-là, elle importe à tout le monde. Nous sommes tous concernés en tant que chef de quartier. Je pense que dans ce quartier-là, il ne faut pas tout de suite stigmatiser les populations de Yopougon. Il s'agissait d'un acte qui s'est passé dans un endroit précis à Yopougon. Ça, il faut déjà être clair là-dessus. Et je pense que dans ce quartier, il y a quand même des responsables de jeunes, des responsables d'associations qui devraient eux-mêmes aller à la demande de l'information. Parce que quand on parle de la crise... Vous estimez qu'ils n'ont pas joué leur rôle? Oui, ils n'ont pas suffisamment joué leur rôle. C'est les leaders communautaires. Voilà, les leaders communautaires. Parce que quand on parle de crise de communication, il ne faut pas tout de suite voir l'État, même si pour nous, en ce temps précis, là, le gouvernement doit faire plus, mais également les représentants locaux, comme les mairies, les députés, on doit les sentir impliqués aussi dans la sensibilisation. Alors, la manipulation, elle est possible. Elle est possible lorsque vous entendez les témoignages de ceux qui ont participé lundi soir à cette manifestation à Yopougon. Qu'est-ce qu'ils disent? Yopougon, on ne nous aime pas. Yopougon, on ne nous aime pas. Pourquoi? Les jeunes de Yopougon vous ont fait quoi? Pourquoi c'est ici que vous voulez envoyer la maladie? Comment ils ont compris? Qui leur a dit qu'on envoie la maladie à Yopougon? Installer un centre de prise en charge, qu'il soit un centre de détection de cas ou de prise en charge même de malades, cela ne veut pas dire qu'on vient pour donner la maladie à Yopougon. Et puis derrière aussi, c'est vraiment spectaculaire, hein, parce que c'est comme si on est en train de stigmatiser en même temps les malades à travers ces actes-là. On ne veut pas de malades chez nous. Comment on comprend le coronavirus pour qu'on estime que lorsqu'il y a un centre dans notre quartier, c'est tout de suite pour venir nous contaminer? Et puis, comment un État va venir contaminer? Donc la manipulation, elle est possible. Et le rôle des réseaux sociaux, on va certainement en parler tout à l'heure, parce que pendant que se déroulait tout cela, on a vu des publications sur les réseaux sociaux antérieures à l'action de Yopougon qui disaient qu'il y a quelque chose qui va se passer et tout cela. On a pu le voir également. Donc, on ne peut pas exclure la manipulation dans l'analyse. Alors, vous faites une très belle transition. Joël Nianzou, vous qui êtes le président de la presse numérique de Côte d'Ivoire, quel est votre rôle aujourd'hui dans cette crise sanitaire que nous connaissons, qui est devenue une crise communicationnelle finalement, vu que sur les réseaux sociaux, sur les médias numériques, il y a beaucoup de fake news et qui finalement donnent ce genre de résultats? Alors je vous remercie d'avoir invité. Nous avons invité sur votre plateau, au niveau de la presse numérique de Côte d'Ivoire, on a tout de suite commencé à mener des actions, notamment contre les fausses nouvelles qui sont légion. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous précise que c'est pas excusable, les actes de vandalisme qui sont faits. Il faut arriver au moment où, dans ce pays, on puisse prendre des décisions fortes et faire la promotion des citoyens qui respectent véritablement les lois. Ce qui s'est passé à Yopougon n'est pas excusable. C'est vrai, il y a une question de communication derrière. Moi, je pense que derrière le gouvernement, même si la situation est exceptionnelle, elle est sérieuse,
le gouvernement aurait dû associer les chefs de communauté, lesquels aussi associent les populations dans la communication. Le problème, comme disait Nesmond, il y avait des antécédents. Il y avait déjà des communications qui ont été faites sur les réseaux sociaux, méfiance. Aujourd'hui, on se rend compte que la population est méfiante. On se rend compte que la population est dans une certaine psychose. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de la presse publique? Alors, on a initié une campagne digitale pour amener chacun à pouvoir faire la différence entre la bonne nouvelle, qui est, selon nous, les informations officielles, qui viennent des officiels, et puis les mauvaises nouvelles qui sont des partages d'informations non vérifiées en tant que telles. On a mis en place une petite équipe déjà qui travaille dessus et qui relaie un peu ces informations et qui nous permet de faire la différence à ce niveau-là. Pour nous, c'est une véritable campagne qu'on doit faire maintenant. Parce que nous sommes carrément en plein griffe dans la guerre. Dans la guerre parce qu'aujourd'hui, la maladie est, les populations sont débordées. Chaque jour, il y a des nouveaux cas. Mais en même temps, au niveau de la communication, il faut qu'on fasse un véritable travail. C'est pourquoi nous associons l'effort, nous accompagnons l'effort du gouvernement pour que les populations puissent rester sereines et pouvoir mieux comprendre les dangers qu'elles courent en n'acceptant pas, par exemple, qu'il y ait vraiment ces centres-là dans les différents quartiers. Valentin Zawi, le coronavirus est une maladie qui tue, qui fait des milliers et des milliers de morts dans le monde. À un moment, on s'est dit qu'il faut se protéger soi-même. Donc, que le gouvernement ait bien communiqué ou pas, on se dit, mais tiens, autant rester chez soi. Comment les gens arrivent justement à outrepasser cette peur, cette psychose, pour sortir dans la rue, manifester comme ils l'ont fait, sans respect aucun des mesures barrières pour éviter le coronavirus? Qu'est-ce qui peut pousser des gens jusqu'à ce point? Écoutez, M. Dirassouba, je pense avoir été assez clair. Comme je l'ai dit, on ne peut pas justifier ou excuser cet acte de vandalisme par principe. Que moi, mes proches le savent, que j'ai défendu, que j'ai combattu, condamné à titre personnel. La question que vous posez, il y a le principe de l'instinct grégaire, qui est qu'en tant qu'individu, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais que je pourrais faire dans un groupe. Parce qu'un groupe est un corps aussi qui vit. C'est vrai que quand ce genre de situation arrive, on a vite fait d'indexer, de trouver des raisons. Et comme malheureusement nous sommes une société très politisée, on a vite fait de rentrer dans des considérations qui ne sont pas toujours pertinentes. J'en parlais, mais avec votre permission, je reviens à ce point. Allez-y. Quelle est la représentation que la majorité de nos concitoyens se font de cette maladie? Malheureusement, nous sommes à un stade où, dans ce pays, il y a beaucoup de nos concitoyens qui pensent que le coronavirus ou Covid-19, c'est une vue de l'esprit. Et ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Il faut juste sortir dans la rue, vous allez voir des gens agglutinés, mais vous leur demandez, mais mettez-vous un mètre. Non, comme ils disent, non, c'est pas important. Non, même sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos dans lesquelles les gens montrent un certain déni de cette maladie. Mais bien sûr, ce que je voulais dire, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire ce que je dis, mais en reconnaissant bien entendu l'effort fourni par le gouvernement. Mais quand on gère des hommes, il faut en connaître leur psychologie. Et je pense que nos gouvernants, qui sont des Ivoiriens comme nous, savent comment fonctionnent les Ivoiriens. Et je le disais, on a une sorte de la dérision qui est extraordinaire. En temps de crise militaro-politique, ça nous a beaucoup aidé à tenir. Mais là, on parle d'un ennemi qui est invisible. Comme diraient les stratèges militaires, c'est un combat, une guerre asymétrique, puisque l'ennemi, on ne le voit même pas. Mais il faut déjà, moi je pense qu'il y a un travail à faire, et on n'en fera jamais assez, pour que le maximum d'Ivoiriens comprennent qu'on n'est pas en train de jouer. On parle d'une maladie qui tue. Et après, c'est facile de dire non, c'est pour les Blancs. Non, c'est pas pour les Blancs. Et ça a commencé déjà au Burkina, chez nous, il y a des gens qui en meurent. Donc je me dis, l'important, c'est déjà qu'on arrive à faire un travail, j'allais dire, de fond, pour que le maximum, on ne peut pas faire l'unanimité, mais pour que le maximum d'Ivoiriens comprennent que l'enjeu, c'est notre survie collective, en fait. Donc, il faut renforcer ces mesures-là. Mais les mesures barrières, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi que l'État se donne les moyens. Parce que malheureusement, on est encore dans des situations où les gens, on en parlera peut-être du civisme. Chaque Ivoirien pense qu'il faut qu'il ait un militaire derrière lui, un gendarme pour respecter une loi. Non, en tant que citoyen, on a obligation de respecter les lois. Malheureusement, on n'en est pas là. Donc, il faut renforcer ces mesures de contrôle pour que finalement, on arrive à préserver la vie du maximum d'Ivoiriens. Parce qu'il y a un mois, on était à un cas. Aujourd'hui, on a près de 500 cas où
Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Ça, on est unanime sur le sujet. Il y a péril en demeure. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Bien sûr, il faudra aussi que chacun des Ivoiriens comprenne cela. Après, j'estime aussi que les médias publics sont là pour ça, pour faire ce travail d'éducation des masses. Je pense qu'il y a... C'est bien la politique. Depuis que cette crise sanitaire a démarré, alors sur les médias publics, sur les médias privés, je pense qu'il y a quand même une sorte de cohésion autour de la lutte contre cette maladie. Tout à fait. Alors, il y a une cohésion, faites bien de le dire, mais malgré cette cohésion, on voit bien que l'évolution, elle est quand même exponentielle. Donc, à un certain moment, il faut s'asseoir. Mais je pense que, pour ce qu'on observe, et quand il m'arrive de sortir, les mesures barrières, pour beaucoup, je suis désolé, enfin, passe-moi l'expression, il n'y a absolument rien à faire. Donc, tant qu'on est dans cette situation-là, écoutez, bien sûr que le microbe ne se déplace pas, c'est nous qui le véhiculons, donc bien sûr qu'on est parti encore. Donc voilà, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Absolument. De sensibilisation qu'il faut continuer. Et justement, en parlant de sensibilisation, professeur Yaya Karamoko, sur ce plateau, vous nous avez indiqué à plusieurs reprises, vous avez insisté sur les mesures barrières, on a évoqué les stéréotypes qui pour certains ont encore la peau dure. On s'est dit, ah oui, en Europe, en Occident, il y a beaucoup de morts, mais chez nous, c'est arrivé il y a 3 semaines, il n'y a pas encore beaucoup de morts. Le coronavirus, il est dangereux, il faut peut-être le rappeler encore une fois. Oui, il faut le rappeler et le rappel est déjà fait. Il faut encore accentuer. Il faut insister. Parce qu'il y a encore des gens qui ne croient pas, qui sont dans le déni. Et j'aimerais dire que c'est vrai que localement, dans le monde, c'est une pandémie. Mais il y a eu des épidémies locales. La dernière grande pandémie, c'est 1918 avec la grippe espagnole. Mais il y a eu des grandes épidémies de maladies infectieuses. Et dans l'environnement des épidémies, il y a des choses qui se passent. Voici pourquoi nous ne devons pas être surpris par certaines dérives. Nous devons prendre des mesures. Chaque citoyen doit participer à cette compréhension et le gouvernement doit savoir que nous vivons dans une angoisse particulière qui fragilise certaines personnes. Et cette fragilité-là est un champ pour certaines personnes. Dans d'autres épidémies, on a pu l'observer. Un champ pour certaines personnes pour agir avec des agendas détournés de la question sanitaire. Il y a des gens qui vont impulser des croyances déviantes par rapport à l'épidémie que nous vivons, à la recherche de d'autres objectifs qui peuvent être de la criminalité, qui peuvent être des objectifs politiques, des objectifs de type variés. Regardez en RDC, il y a une épidémie d'Ebola qui est en train de s'éteindre. Et cette épidémie d'Ebola, c'est la 10e épidémie d'Ebola dans ce pays. C'est-à-dire, pour les gens qui ont 50 ans, ils ont déjà vu plusieurs épidémies d'Ebola. Et là, dans ce pays, pendant cette 10e épidémie, il y a encore des gens qui sont en train de nier que Ebola, ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'Ebola. Et il y a encore des rumeurs les plus folles qui circulent. Quelle est la conséquence? Près de 600 attaques militaires contre des centres de traitement Ebola qui ont fait 6 morts, beaucoup de blessés et ont démultiplié les contagions. Comment on l'explique? Déjà, moi, j'aimerais qu'on constate sur le terrain d'une pandémie, il faudrait faire attention. Il ne faut pas commencer, on n'est pas dans une période ordinaire. C'est une raison de plus pour pouvoir appuyer dans le corps social pour plus d'informations, de proximité. Merci. Et de regarder la question des infox en face. Et à côté de la RDC, je me demande aussi comment on l'explique, on va tous l'étudier, mais à Haïti, quand il y a eu l'épidémie de choléra en 2010, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont dit pas de diagnostic, pas de traitement, c'est plutôt les casques bleus qui nous ont apporté le choléra. Et là, ça fait une catastrophe pendant que le traitement était disponible. La même chose a été observée à côté ici pendant l'épidémie ouest-africaine d'Ebola. On a dit d'une équipe médicale et administrative qui venait dans une région pour venir sensibiliser. Quelqu'un a pu faire circuler l'information que ces gens-là venaient pour les tuer, pour les contaminer, leur injecter un virus. La réaction populaire, ça a été d'exécuter, de lyncher à mort un médecin et un représentant de l'administration, l'équivalent d'un sous-préfet. Donc il y a des dérives qui sont possibles.
quand il n'y a pas que le virus qui menace dans un environnement d'épidémie. Donc, si on prend tous la mesure de cette gravité, alors on doit prendre des précautions exceptionnelles pour combattre les fausses informations. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un était en train de dire sur une vidéo qui a été vue par des millions d'Ivoiriens qu'il n'y a pas d'Ebola. C'est juste comme le paludisme. Il n'y a aucune différence. Vous voulez parler du coronavirus? Il n'y a pas de coronavirus, c'est comme le paludisme. C'est des réalités qui existent. On ne peut pas les regarder avec mépris. Il faut le prendre à bras le corps et combattre ces intoxications parce que ça peut faire des dégâts aussi graves que le virus lui-même. Oui, j'aimerais réagir, oui. Restons concentrés. Comme le professeur vient de le dire, on est dans une situation exceptionnelle, une crise sanitaire et avec des risques divers. À côté des théories du complot, puisqu'on parle ici de l'analyse comportementale, voilà, on va aller au-delà même de ce qui s'est passé à Yopougon. Il y a eu Bangolo, il y a eu Koumassi également, il y a eu tous ces cas-là. Mais revenons à l'INJS. Ouais. Comment certains privilégiés n'ont pas respecté les mesures. Et je pense que c'est de là qu'a découlé tous ces actes d'incivisme liés au coronavirus. Aujourd'hui, hier, quand on faisait le point mercredi, jeudi, des arrestations à Yopougon et à Koumassi, je pense que le porte-parole de la police parlait d'autour de 44 personnes. C'est ça, une quarantaine de personnes environ. Et moi, je félicite la police pour cela. Mais j'aimerais qu'elle aille au-delà, qu'on interpelle également les premiers indisciplinés depuis INJS. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a des gens pour qui il y a de l'impunité, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et cela aussi a des conséquences dans la gestion. Il y a une sorte de sentiment d'impunité depuis le début de la gestion de cette crise. Ce sentiment d'impunité peut susciter aussi ces réactions. Parce que qu'est-ce qu'on entend dans la rue abidjanaise? Que c'est une maladie des riches, c'est une maladie des Blancs. Donc, c'est pas chez nous, dans les quartiers populaires, ils veulent emmener leur maladie chez nous. Et toute cette théorie du complot-là se construit, a commencé depuis l'INJS. Si on suit l'actualité de cette crise-là en Côte d'Ivoire. Oui, rapidement. Sur la question de l'INJS, il y a eu une réaction très forte de l'exécutif ivoirien quand le chef de l'État a adressé son message à la nation. Il a été très clair. Tous sont égaux face à la loi et aussi face à la maladie. Donc, les déviations qui vont suivre, on ne pourra pas tout lier à ce qui a pu se passer à l'INJS. Et j'aimerais rappeler quelque chose de très clair. Profiter, comme on le fait déjà pour les mesures barrières, dans tous les pays qu'on a vus là, à Wuhan, en Italie, en France, aux États-Unis, au début, c'est quelques cas. Il y a une croissance un peu linéaire et après, la croissance devient exponentielle. Et même dans ces pays développés, Paris, qui a un système hospitalier très fort, il y a eu des débordements. On a dû dresser des tentes et de l'hospitalisation ad hoc. Et ici, en Afrique, on ne va pas attendre. On disait l'autre fois qu'il faut tirer les leçons. Donc, partout, on est en train de faire des hospitalisations ad hoc et aussi des centres de soins qui ne sont pas des centres permanents. Aux États-Unis et partout, on reçoit des gens à qui on donne des ordonnances, à qui on fait des tests et ils retournent chez eux avec leurs médicaments. Donc, il y aura un déploiement, comme les autorités ont dit, de centres comme ça qui ne sont pas des centres d'hospitalisation pour pouvoir faire. Il y a des pays où c'est carrément l'autoroute, sur l'autoroute qu'on fait des tests, des prélèvements. Donc il faut le comprendre, il ne s'agit pas ici de quelque chose de spécifique à la Côte d'Ivoire. Nesmond Delors, est-ce que finalement, on a vu beaucoup de vidéos circuler sur les réseaux sociaux, vous aurez l'occasion de vous prononcer là-dessus, Joël Nianzou, des vidéos appelant littéralement les populations à dire non à toute installation de sites de dépistage, parce que même dans les grandes nations, les grandes démocraties, on n'installe pas de sites de dépistage, ce qui est faux, parce que les images existent. Est-ce que finalement, le fait que cette crise se soit accentuée, ce n'est pas plus le fait de ces appels au déni, plus que la crise de l'INJS, qui finalement, pour laquelle le professeur le disait, le chef de l'État même a reconnu oui, qu'il y avait eu des c'est vrai. Des écarts. Nous, on a félicité le chef de l'État pour l'avoir reconnu, mais ce serait intéressant d'aller plus loin. Parce que cette crise également pose la question de la crise des classes sociales. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se cacher la vérité en face. Elle pose la question des luttes sociales également.
Il y a des quartiers qui estiment, aujourd'hui, on dit Cocody, Makori est le pic, sont les pics au niveau d'Abidjan. Et vous voyez les réactions sur les réseaux sociaux, on dit que c'est une maladie des riches. Ce sont les riches qui voyagent toujours en avion, c'est eux qui nous envoient. C'est comme ça la représentation sociale, en tout cas auprès de nos compatriotes, c'est comme ça qu'ils voient. Déjà, donc, cette lutte des classes, il faut en tenir compte dans la gestion de la crise. Mais j'en viens parce que vous avez posé une question intéressante sur la question des infos, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis d'avis que l'impact de ces vidéos n'est pas à négliger. Par exemple, à Bongolo, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des appels à la résistance, aux camions sur les réseaux sociaux. Ils sont en train d'envoyer un vaccin. Oh, c'était faux, carrément faux, parce que le média citoyen, nous avons interviewé le maire de Bongolo qui nous a expliqué la situation. Ils étaient tous étonnés. Presque à l'heure du coup-feu, le camion de la pharmacie de la santé publique qui venait ravitailler des médicaments pour des femmes enceintes, pour la maternité et tout ça. Et comme c'était presque l'heure du coup-feu, le directeur départemental de la santé a demandé que le camion stationne le temps de le décharger le lendemain. Et contre toute attente, il y a eu des manifestations dans la ville. Et lorsqu'ils ont posé la question aux jeunes, ils disent qu'ils reçoivent des coups de fil et qu'on leur dit qu'il y a un vaccin ici contre le coronavirus, un vaccin qui serait venu Donc on plutôt... est totalement dans la manipulation. Oh, si vous vous souvenez, ce même mardi le matin, sur les réseaux sociaux, une dame se disant infirmière qui racontait beaucoup de choses. Et c'est elle qui parlait de vaccin coronavirus et on a vu les répercussions en soirée. Donc je suis d'avis qu'il y a beaucoup de travail de pédagogie, d'éducation aux médias à faire, en tout cas concernant l'usage des réseaux sociaux. C'est pour cela qu'il faut aller au-delà même. Il faut rentrer dans les quartiers, en fait, pour tous ceux qui font l'éducation aux médias, ne pas rester que sur les réseaux sociaux parce que je doute pour certaines vidéos que j'ai vues, que ces personnes avaient vraiment reçu les sensibilisations contre les fake news, en tout cas. Joël Nianzou. Mais c'est vrai, parce que ces différentes vidéos ont eu un impact vraiment sur la population. Elles ont été désinformées par rapport à la réalité des faits. Mais je crois, à notre niveau, au niveau de la presse numérique, ce qu'on a dit à chacun d'entre nous et à nos collègues de l'association des blogueurs, de faire un effort dans les campagnes, justement, de sensibilisation, justement dans l'usage des réseaux sociaux, des différents supports, des différents médias. Mais ce que je voulais dire en plus, c'est cette crise nous donne de pouvoir comprendre qu'il y a une perte de confiance de la population. La population aujourd'hui n'est pas en adéquation véritable, en tout cas sur cette question, avec le gouvernement. Moi, je pense que c'est aujourd'hui, parce que c'est le monde difficile. Comment vous expliquez cela? Ce sont les faits. On voit, même s'il y a eu des vidéos, on voit que les gens n'ont pas confiance. On a vu tout à l'heure l'élément, ils disent non, même s'il y avait des informations. Mais non, je crois qu'aujourd'hui, même s'il y a ça, il faudrait qu'aujourd'hui, les autorités puissent descendre l'arène, véritablement. Aller rencontrer véritablement les populations. Non, nous sommes en situation de crise. Il faut vraiment aller sensibiliser. Il faut vraiment rencontrer ces personnes, leur redonner la confiance. Oui, c'est ça. C'est ce que nous avons besoin. Et aujourd'hui, là vous avez parlé tout à l'heure de psychologie de la population, mais aujourd'hui on sait que l'Ivoirien est beaucoup à l'aide, c'est vrai, il aime s'amuser, il aime quelle est l'information, parce que par essence, une population, elle consomme. Donc quand on donne l'information, elle consomme tout de suite, avant de savoir si c'est vrai ou faux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres travail à faire. Il y a un travail des médias qu'on doit faire à notre niveau, mais il y a d'autres travaux aussi au niveau des gouvernants. Et ceux qui gèrent la question du coronavirus, il faudrait aujourd'hui que tout le monde descende de l'arène. Il faudrait que le chef de l'État, retrousse ses manches. Il descend la population véritablement, leur redonne la confiance. C'est son peuple, leur redonne la confiance. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais ensemble. On va vaincre cette maladie ensemble. C'est ce qui s'est passé en Chine. Il y a cette confiance-là. C'est ça, il faut faire naître ça. C'est ça, moi je pense selon moi. Et nous, derrière, on accompagne aussi avec la communication. Non pas parce qu'on accuse qui que ce soit, on croit que le gouvernement fait ce qu'il peut. C'est pourquoi on accompagne d'ailleurs dans cet élan. Valentin? Oui, Ali. Alors, juste, il y a quelques semaines, je crois que vous recevez sur ce plateau un délégué de leader, la docteur Agobli à Demont, qui parlait de la République, avec sa rhétorique. C'est vrai que c'était assez élaboré, mais nous sommes une République, en fait. Et notre but, parce que c'est trop facile de critiquer, c'est pas ça le sujet, mais en même temps, il faut quand même chercher à comprendre la situation. Quand on est une République, et qu'on décide, le principe, et moi je suis heureux que le président ait eu cette colère-là par rapport à l'INJS, mais parce que l'INJS, c'est vraiment, moi j'appelle ça la séquence anti-républicaine.
Et c'est juste malheureux. On ne peut pas être des citoyens et devant la loi, il y a des passe-droits ou des favorisés par rapport à d'autres. Mais ce sont les symboles et ça parle aux gens. Je dis qu'on le veut ou non. Je pense que quand même les responsables, ils ont compris que là, il y avait une méprise. On ne peut pas faire ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, même si on analyse bien, si on en est à près de 500 cas de Covid-19 dans ce pays, les exfiltrés, les l'INJS, je ne suis peut-être pas un spécialiste, mais ça y est pour beaucoup. Donc, je veux dire, ça aussi, il faut le prendre en considération. On parle de nos vies, en fait. Il ne s'agit pas de dire des choses pour faire plaisir à quelqu'un. Nous sommes tous ivoiriens et tous copropriétaires de ce pays. Alors, quand les gens sont payés pour faire un travail, je suis désolé, mais qu'ils fassent le travail. Après que les populations aient des tares et les populations n'arrivent pas à suivre, mais il nous appartient, mais même à chacun de nous. Moi, comme je le dis, modestement, je descends, je parle aux gens, parce qu'il s'agit de nos vies. J'ai beau respecter les mesures barrières, mais si quelqu'un vient se coller à moi, qu'il me parle par inadvertance sans que je prends les portillons, c'est ça? Les postillons, pardon. Mais après, je peux être infecté. Donc, il y a un travail que doit faire le gouvernement, parce que c'est son rôle. C'est le rôle du gouvernement, je suis désolé. Ils ont été élus pour s'occuper de nos vies. Donc, c'est important qu'il y ait à ce niveau. Et ce qui est extraordinaire, on vit quand même une crise sanitaire qui est mondiale. Donc, malheureusement, on a des repères de comparaison. Donc, c'est ce que les Blancs, les anglophones appellent le benchmarking. Et qu'est-ce qui nous empêche de regarder à côté chez le voisin et prendre ce qui fait de bien, de meilleur pour copier chez nous? Moi, j'observe juste, mais vraiment sans taper qui que ce soit, j'observe que depuis que cette crise a commencé, il y a combien d'officiels qui parlent au nom de l'État? Alors, il y a juste rappeler que chaque jour, il y a un point de presse quotidien qui est organisé au ministère de la Sécurité, me semble-t-il, où les membres du gouvernement se suivent et se succèdent pour justement aborder le pan de la crise qu'ils gèrent. Je voudrais juste... D'un point de vue technique, moi j'observe juste, je peux me tromper, comparaison n'est pas raison, mais en France, depuis que cette crise a commencé, le professeur Salomon, qui est le directeur général de la santé, c'est lui qui traite de ce sujet-là. Mais en Côte d'Ivoire, le directeur général de la santé aussi monte au créneau, me semble-t-il. Non, mais je veux dire, parce que, exemple pour exemple, je n'ai rien contre cette personne parce que je ne la connais pas personnellement. Quand le professeur Bamba, directeur de la santé, vient nous dire, vient nous dire qu'il faut porter le masque, mais en même temps, c'est une recommandation, et qu'après on reçoit le professeur Oli qui nous dit, lui, ce qui est important, c'est plutôt vraiment rester les mesures barrières en termes d'hygiène, parce que je peux porter le masque, mais si le maître n'est pas respecté, je ne suis pas toujours à l'abri. Donc, il faut harmoniser le discours. Tout à fait. Il est officiel, le discours. Bon, donc, quand le discours n'est pas harmonisé, je veux dire, on se perd aussi un peu, et tout le monde n'est pas analphabète, il y a aussi des gens qui écoutent. Il s'agit de nos vies à nous tous. Donc, je pense que c'est aussi important que... Moi, je veux bien que le président, il a eu sa colère, et c'est normal. Mais moi, j'attendais à ce qu'il aille plus loin qu'une colère. Parce que l'INJS, ça nous est resté au travers de la gorge aussi. Hein. Très bien. Professeur? Oui, c'est vrai, l'INJS est resté au travers de la gorge. Il faudra qu'on avance, le chemin est long. Cette épidémie n'est qu'à son démarrage et il y aura une croissance exponentielle pour aller vers un pic. Notre objectif, c'est que ces pics-là soient en dessous des capacités de notre santé publique et que, par la même occasion, il y ait très peu de cas compliqués et de décès. Mais ce qu'il faut comprendre ici, en général, il est plus facile de saboter que de construire une lutte. Tout à fait. Il y a un travail de sabotage et de sape qui s'est fait. Je ne parle pas ici directement de la population qui allait casser, mais ceux qui ont pu les convaincre que des gens ont conçu des vaccins pour venir vous tuer et que ces vaccins-là seront donnés par des écouvillons dans vos narines pour pouvoir vous décimer dans un moment bien calculant, sachant qu'il y a une angoisse générale qui est liée à cette épidémie. Ceux-là sont des saboteurs, des malfaiteurs. Et des fois, la force de la construction, elle est lente par rapport à la force du sabotage, de la démolition. Si on met un Airbus, on dit de le construire, très peu de groupes pourront en construire. Mais si on dit détruisez un Airbus, alors le dernier des vauriens pourra prendre 4 litres de carburant pour le détruire. Les gens ont peur, c'est normal. Nous avons tous peur. Nous sommes face à une épreuve sans précédent dans l'histoire du pays. Profiter de ce moment, de cette peur pour faire des manipulations, faire des déclarations devant des gens pour pouvoir abuser de leur esprit, c'est un mal qu'il faut combattre directement. Je dis, cette question de manipulation, il faut aussi voir aussi au niveau de nos autorités. On a vu au début de la crise, de nos autorités, on a vu au début de la crise comment ils ont communiqué autour de la question. On a vu des dons au nom de telles personnalités, avec des personnalisations de ces dons. Non, mais attends, la population regarde. Non, vous savez, la population, elle se faut aussi éduquer dans la façon de gérer les choses.
Surtout quand ils vont face à cette grande question, et par exemple face à cette épidémie, la façon de gérer cette épidémie, eh bien, la population regarde. C'est à travers les actions que vont mener les autorités qu'elle aura confiance, à travers les actions que vont mener ces autorités, qu'elle pourra, eh bien, prendre conscience justement de la gravité. Mais si vous en faites une communication politique personnelle, d'abord, mais ensuite que c'est pas grave, donc c'est quelque chose entre vous, ou bien c'est quelque chose qui est de l'autre côté. Et maintenant, si vous devez, maintenant vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus grave et que vous devez installer des centres de dépistage, eh bien là encore, il y a un type de communication, il faut expliquer. La communication de crise, là, elle existe parce qu'elle s'enseigne même. Elle existe, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, on enseigne ça. Je suis d'accord que la population doit respecter ce que les autorités disent. Mais je dis en ce moment-là, là où nous sommes, il faut d'abord voir les plaies. Qu'est-ce qui a amené la population à réagir ainsi? Il faudrait que déjà, on prenne conscience des actes qu'on a eu à poser, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des internautes, que ce soit au niveau de la presse, pour qu'à partir de là, on puisse maintenant réussir à mettre en place une véritable communication qui est centralisée et qui est une communication de confiance qui va amener cette population-là à pouvoir prendre conscience véritablement de cette pandémie. Moi, depuis que Joël il s'exprime, il y a le mot confiance qui revient et ça m'intéresse. Et tout à l'heure aussi, le professeur nous disait il faut qu'on avance l'épisode de l'INGS. Après, il faut qu'on soit plus regardant pour la suite par rapport au pic qui s'annonce. Je suis d'accord avec lui qu'on doit avancer également. Mais nous sommes sur le plateau pour faire un décryptage et cela s'est passé. On est obligé de décrypter pour en tirer aussi des leçons. Alors, lorsqu'on regarde l'historique de cette crise sanitaire en Côte d'Ivoire, on se rappelle qu'aux premières heures, parce que tout à l'heure, le professeur a dit quelque chose d'important. Il a dit il faut que c'est un problème très sérieux, sans précédent. Mais aux premières heures, on ne sait pas où il va nous mener. On ne sait pas où il va nous mener. Mais aux premières heures, on ne savait pas que c'était un problème vraiment sérieux et qui nous importait tous. Moi, j'ai trouvé le mot un peu dur de l'un de nos confrères qui parle d'incivisme d'État dès le début. On était plus concentré sur la question de la révision constitutionnelle alors qu'on enregistrait les premiers cas. Et si vous vous souvenez, c'est même des partis politiques de l'opposition, pour parler de l'union sacrée dont on a besoin en ce moment. Ce sont des partis politiques de l'opposition qui ont commencé à parler de la Covid avant même les représentants de l'État, du gouvernement. Parce qu'en ce moment-là, c'était la Constitution, la réforme constitutionnelle, le show de Yamoussoukro qui semblait plus important. Et là, il faut qu'on en tire les leçons parce que lorsqu'on veut rassembler autour d'une cause, on ne fait pas... Pour la confiance, on ne fait pas des dons politiques, alors que le président de la République, son premier discours était vraiment un discours rassembleur qui appelait tout le monde, toutes les forces vives de la nation à se mettre ensemble. Il demandait à la société civile, à tout le monde. C'est vrai que la société civile était déjà sur le terrain avant son discours, mais il a demandé à tout le monde de venir. Et vous vous souvenez qu'on attendait tous son discours et comment son discours a permis d'abaisser un peu la psychose. Donc on s'attendait à ce qu'après ce discours-là, dans les actes, peut-être pas forcément comme au Sénégal, comme Macky Sall, qui a réuni son opposition et tout le monde pour travailler ensemble sur cette question. Mais on a assisté à des déclarations éparses et à des dons politiques avec... à l'effigie du Premier ministre, et n'importe qui se lève, fait un don, dit c'est le Premier ministre. On ne sait pas si c'est vraiment le Premier ministre qui cautionne cela ou pas, mais parce que peut-être il faut faire connaître davantage le Premier ministre qui est le candidat certainement du RHDP pour la présidentielle. Donc finalement, est-ce qu'on est concentré sur la lutte sanitaire ou sur la question politique pour l'élection? Ce sont des questions aussi qu'on doit se poser et tirer aussi des leçons de tout cela pour la suite. Valentin? Oui, alors je voudrais dire à professeur qu'on est tout à fait d'accord. Et comme moi je l'ai dit, il ne s'agit pas de taper pour taper. Il faut bien qu'on avance. Mais comment on fait pour bien avancer? On vient quand même de quelque part. Donc je pense qu'en toute objectivité, il faut aussi analyser ce qui s'est passé jusque-là, parce que ça aide aussi à comprendre les choses. Cette crise ne nous a pas tombé dessus. Ça a commencé en Chine, à Wuhan, je crois en décembre. On a vu venir. C'est vrai que l'Afrique, on a peut-être une chance, on va dire, exceptionnellement, parce qu'on n'est pas trop dans les échanges commerciaux, on a été un peu épargné, et tout de suite l'Europe a été touchée, mais on a vu venir. Donc, alors, le gouvernement, c'est prévoir. Et on a juste le sentiment, bon, je peux me tromper, mais c'est vraiment en tant que citoyen, j'observe qu'on n'anticipe pas, on réagit après coup. Non, je suis désolé. On vit une situation extrêmement difficile pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et moi, ce que j'attends du président de la République, qui est le père à nous tous,
C'est vraiment déjà que tous les Ivoiriens comprennent que là, on n'est pas en train de jouer et qu'il faut prendre les mesures. Et il faut se donner les moyens de faire respecter ces mesures-là. Alors, je suis quand même ahuri. Premier jour de couvre-feu, première nuit, certains policiers, pas tous, parce qu'il y en a qui font bien leur travail, certains policiers s'amusent à humilier, à bâtonner des citoyens, et il se trouve des concitoyens qui sont heureux de ça. Non, c'est pas principe. Même si je suis en erreur, ça ne fait pas de moi un sous-homme. On n'a pas à m'humilier. Si parce que je n'ai pas fait le coup-feu, je dois faire la prison, on m'envoie faire la prison. On ne m'humilie pas. Donc je veux dire, il y a quand même, dans une république, et je maintiens cela, on est dans une république. Il y a des symboles qui parlent. Et c'est important. À propos des réseaux sociaux, ça n'a pas commencé aujourd'hui, Ali. Il y a longtemps que les réseaux sociaux font véhiculer des messages sans aucun fondement. Ce n'est pas nouveau, ça. À propos des vaccins, ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre que parfois on a entendu « Ah non, c'est les Blancs qui ne veulent plus qu'on fasse des enfants, donc il ne faut pas faire les vaccins ». Ça, ce n'est pas non plus nouveau. Ce qu'on entend d'un gouvernement, ce que moi j'attends de notre gouvernement, c'est d'anticiper. C'est d'avoir un travail d'éveil. Pour ne pas que... Parce que, je veux dire, on n'est pas en train, ce n'est pas une affaire partisane, je suis désolé. Tant qu'il s'agit de FPIR, RGP, moi tout ça, honnêtement, personnellement, bon, je vois ça de très loin. Là, il s'agit de nos vies. Et on est dans une situation qui est telle que même aujourd'hui, quand c'est difficile, on peut même pas aller ailleurs, puisque les frontières sont fermées. Donc on a tous, je veux dire, dans le même bateau. Raison à faire les choses de façon méthodique et de façon rigoureuse et ensemble. Nous sommes l'un des rares pays, sauf erreur, où on n'a pas appelé à l'union sacrée. Ce n'est pas juste des mots. Très bien. Je ne demande pas au président d'aimer Afi, d'aimer le président Bédier, c'est son rôle. Mais on est dans une crise, nous sommes des Africains, et c'est connu dans les valeurs africaines. Devant la mort, devant la crise, devant les difficultés, on éteint tout ça, on se met ensemble pour combattre. Jusque-là, je peux me tromper, mais je n'ai pas encore vu nos hommes politiques se réunir pour, ne serait-ce que écouter la proposition, ce qui a été fait dans tous les pays du monde. Absolument. Ce n'est pas parce que le président Macron adore particulièrement Mme Marine Le Pen en France. Il a reçu tous les leaders politiques pour entendre leurs propositions. C'est important dans une république. Je dis, on est dans une république, il ne faut pas qu'on oublie cela. Très bien. Voilà, donc c'est comment faire pour avancer de la meilleure façon. Je pense que c'est ça la préoccupation. Très bien. Professeur, vous voulez réagir? Oui, moi peut-être je ne vais pas tellement commenter l'aspect politique, mais j'ai insisté suffisamment sur le caractère exceptionnel de la pandémie que nous vivons. Et ce caractère exceptionnel-là n'a laissé aucun processus politique sans imperfection. On doit le comprendre. Si je commence à sortir les grèves qu'il y a en Chine contre le gouvernement chinois, et c'est que des hommes politiques peuvent avoir contre le gouvernement français et la gestion de la crise par le président Macron, et encore par le Premier ministre britannique et les États-Unis, c'est quelque chose qui s'est fait. Ce qui est productif, c'est la critique qui pousse le gouvernement à améliorer, à corriger et à intensifier. Je suis d'accord avec cela, mais seulement si on ne fait pas attention dans cette crise-là, qu'on ne tient pas compte de certains minimums de logique dans nos réactions. Par exemple, on a beau être des tendances politiques, des groupes ethniques, des quartiers, des groupes sociaux, mais tout le monde a des médecins, tout le monde a des pharmaciens, tout le monde a des spécialistes de biologie, tout le monde a des fonctionnaires au ministère de la Santé. Mais pourquoi personne ne s'est adressé parmi ceux qui ont brisé, qui ont tenté de détruire ces centres? Pourquoi personne ne s'est adressé aux sachants qu'il peut avoir? Moi, je n'ai vu aucun médecin ivoirien dire qu'on est en train de nous empoisonner. C'est ce côté dérive-là sur lequel je voulais insister. Parce qu'ici, il n'y a pas... Les sachants, nos spécialistes sont unis sur la question. Donc, moi, j'aimerais appeler à des critiques qui exposent des processus, qui identifient des limites. Et le fait savoir, voilà, des forces de proposition, fait savoir ses limites aux autorités pour qu'ils corrigent ou bien pour qu'ils nous éclairent. Parce que de notre position, il y a des choses qu'on perçoit et il y a d'autres qu'on ne perçoit pas. On a vu dans je ne sais pas si on va aborder le vaccin BCG, on l'a vu. Mais quand on a été emballé dans l'émotion subitement, il y a beaucoup de personnalités culturelles du monde du sport qui sont intervenus, qui ont fait des vidéos sans jamais contacter leurs camarades, leurs amis qui sont médecins et pharmaciens. Ça se voyait dans le type de propos qu'ils ont tenus. Moi, j'aimerais qu'on puisse faire attention pour ne pas qu'il y ait des choses qui ne se rattrapent pas. On a vu,
On l'a rappelé dans le cas du Congo. Des gens qui arrivent, qui ont été manipulés, gonflés à bloc, qui arrivent déchirer des tentes où il y a des malades d'Ebola hospitalisés. Ils se sont contaminés et ils sont allés contaminer leur tribu. Ça n'a fait que plus de dégâts. Il ne faut pas en arriver là. Les critiques, il faut savoir où les porter, dans quel cadre les exprimer, et c'est là qu'on nous apporte la réponse, ou bien on améliore la situation. Très bien, on poursuit le débat dans un instant, juste après la pub. Retour sur le plateau de NCI 360 pour poursuivre le débat. Tout à l'heure, nous parlions justement de la gestion de cette crise sanitaire liée au Covid-19 ici en Côte d'Ivoire. On a abordé la question de l'incivisme. C'est une question sur laquelle je souhaite que l'on revienne. Est-ce que finalement les Ivoiriens ne sont pas habitués à cet incivisme-là quand on soit en période normale, classique ou en période de crise? Est-ce qu'il ne faut pas insister justement sur ces notions qui, du reste, font partie d'ailleurs des valeurs de ces pays? Oui. Alors, bon, moi j'observe juste que pendant la période de la gestion du président Houphouët-Boigny, de vénérer mémoire, il y avait quand même une relative discipline, parce que je pense que l'État avait quand même l'autorité conséquente pour... Et puis, depuis, on va dire, bientôt 30 ans, depuis début des années 90, on est vraiment dans une situation où finalement, malheureusement, et en dépit de ce que la discipline fasse partie de notre devise, parce que c'est quand même union, discipline, travail. Et idéalement, chaque Ivoirien devrait incarner cette discipline-là. On observe le contraire, mais à tous les strates de la société. Je veux dire, donc le mal, il est profond. Et c'est en cela que ça rejoint un peu le débat de tout à l'heure. Il ne s'agit pas juste de demander aux gens de faire ce qu'ils doivent faire. Nous, responsables, on doit être les premiers à donner l'exemple. Je pense que là aussi, on a un grand problème dans ce pays-là, c'est qu'il y a certains qui s'affranchissent de respecter les lois. Et malheureusement, c'est des signaux qu'on envoie aux populations. Et comme on sait que la grande majorité est analphabète, mais ils prennent les choses au premier degré, et donc après, donc c'est vrai qu'en dehors de cette pandémie, on avait déjà ce problème crucial de l'incivisme des Ivoiriens. Ça se voit au feu tricolore où on passe le feu, ça se voit de partout, plutôt que de faire le rang, on donne des bachiches pour... C'est un gros problème de société. Moi, je suis heureux que le président, et pour ça je lui dis merci, pendant 10 ans a construit des routes, des ponts, parce qu'il y a un grand besoin. Et vraiment, c'est une très bonne chose. Mais après aussi, il faut qu'on cherche à construire des hommes, des citoyens respectueux des règles de la République. Parce que la meilleure chose qu'on puisse avoir dans une République, c'est la loi. Et je pense que là aussi, c'est un grand chantier pour qu'effectivement, on en sorte, parce que manifestement, cet incivisme aujourd'hui-là fait beaucoup de dégâts. Et donc, il y a un gros problème. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Oui, la question de l'incivisme est également liée aux crises militaro-politiques que notre pays a connues. Ces différentes crises ont démystifié la fonction étatique, ont bousculé les institutions de la République. On peut s'élever aujourd'hui et dissoudre les institutions, on n'est pas content, on s'élève contre l'État. Et donc, cet exemple-là est resté longtemps depuis la crise de 99 jusqu'à aujourd'hui. Et les jeunes qui sont sortis, peut-être à Yopougon, peut-être à Bongolo, ce sont des jeunes qui ont grandi des années 2000 à aujourd'hui, en 2020, qui ont 20 ans, 16 ans. Pour certains, on voyait les images à travers le petit écran. Donc, tout cela est lié. Et au-delà de ces crises, la question du civisme fiscal, combien sont les citoyens qui payent vraiment les impôts, qui ne font pas de pot de vin, la question de la corruption et tout cela. Et contrairement aux sociologues qui invitent l'État, je suis d'accord qu'on doit inviter l'État, pas contrairement. Donc, à côté de l'invitation à l'État de construire l'homme, il faudrait que chacun de nous à la maison fasse de son enfant un citoyen l'État commence dans la famille. Respectueux des institutions de la République et des lois. Le respect aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Liberté. C'est cela. Merci de nous rappeler ce soupçon philosophique. Joël Niazou. Il faut éduquer la population. Et c'est dans la gestion des choses étatiques qu'on éduque aussi la population. À un moment, il faut dire non, c'est pas bon. Il faut dire non, voici qu'est-ce qu'il faut être, qu'est-ce qu'il faut faire. Les principes. Moi, je me dis, moi personnellement, je me dis qu'aujourd'hui, il y a un véritable travail à faire. Dites-moi, qui en a condamné véritablement, qui a eu à poser des actes sans respecter les lois? Il y a des autorités même qui sont là aujourd'hui qui posent des actes qui ne sont pas condamnés. Il y a juste des petites mesures, on leur demande non, respectez, ils ne respectent pas. On a parlé tout à l'heure du cas de les gestes. On a dit non, venez, ils ont décidé de rentrer à la maison. Après, ils s'excusent.
Après, on nous dit, une ministre nous dit non, c'est une décision personnelle du Premier ministre. Mais comment voulez-vous que les populations qui sont derrière, qui sont à Yopougon, à Bongolo, puissent respecter aussi? Le Premier ministre a ensuite démenti. Hein, Après, il a démenti, bien sûr, mais comment vous voulez que... Oui, oui. Mais comment voulez-vous... Le mal est fait. Le mal est fait. Comment voulez-vous que les populations puissent respecter? Moi, il faudrait véritablement une éducation de nos autorités, une éducation des populations. Il faut vraiment une campagne à ce niveau-là, de sensibilisation. Vraiment une sensibilisation sur la question du civisme. C'est très important. C'est très, très important. Professeur? Oui, sur le civisme, il faut dire que c'est l'une des luttes les plus importantes de notre pays. Quand on regarde la devise de la Côte d'Ivoire, elle inspire le civisme à travers l'union, la discipline et le travail. La vie en société a des exigences. Dire que peut-être les Ivoiriens sont indisciplinés, c'est une manière de parler à laquelle on s'est beaucoup habitué. Moi, je suis aussi éducateur. Des fois, il m'arrive de rentrer en amphithéâtre et je vois un amphithéâtre qui veut s'élever, comme on s'élevait pour nos instituteurs. Je dois me précipiter pour leur demander de s'asseoir. Je vois aussi des jeunes gens qui donnent de l'espoir. Donc, avec ces poches, pas seulement des poches, ces exemples qu'il y a dans notre société, au feu, il y en a qui s'arrêtent au feu rouge, il y a des gens qui payent leurs impôts. Donc, à partir de ces bons exemples qui ne manquent pas chez nous, il va falloir faire plus et étendre ces bons comportements au reste de la société. Parce qu'on dit le train qui n'arrive pas à l'heure, il retient toujours l'attention. Absolument. Mais cela dit, il faudrait comprendre que nous vivons dans une situation d'exception quand on parle de pandémie. Situation d'exception. En France, on a dit urgence sanitaire. Pourquoi proclamer une urgence sanitaire? Ici, les dispositions prises, c'est l'état d'urgence. Et pourquoi on a saisi en l'espace de quelques semaines 2 fois le Conseil national de sécurité s'est réuni? Il est important, au-delà du débat général, de savoir, de se souvenir à chaque fois qu'on est dans une situation d'exception. Tout le monde a applaudi Wuhan, tout le monde a applaudi ce qui s'est passé, la riposte vigoureuse de la Chine. Mais il y a une dimension de cette riposte vigoureuse qu'on ne voit pas tellement. C'est-à-dire, ça ne s'est pas passé exactement. Chacun n'a pas fait comme il voulait lui-même. On a dû suivre une directive avec ses imperfections, élever selon ce qui est permis dans le contexte là-bas, des critiques pour ajuster, conseiller le gouvernement, donner des fois de la voix, mais ce n'est pas dans le désordre que la Chine est arrivée à bout de la pandémie, de l'épidémie. Valentin? Non, Ali, je voulais juste compléter. Je suis d'accord, professeur. Hein. Dans votre jargon, je crois que chez vous, les journalistes ont dit qu'on ne parle pas du train qui arrive à l'heure. C'est pas un événement. Donc, heureusement que dans ce pays, il y a encore des gens qui respectent les lois, qui s'arrêtent au feu rouge. Heureusement, il y en a pas mal. Ça, on est d'accord. Mais malheureusement, il y a aussi une grosse partie qui n'est plus dans cette logique-là. Donc, c'est bien d'en parler. L'État a un travail à faire en termes d'éducation des masses. Mais bien entendu, et Nesmond a raison aussi d'évoquer la notion d'éducation. Il se trouve que quand même, depuis quelques années, il y a beaucoup de parents qui ont complètement démissionné. Parce qu'une chose est d'élever un enfant, et une chose est de l'éduquer. Ce n'est pas la même chose. Élever un enfant, c'est donner à manger, à boire, à lui donner des soins quand il est malade. Éduquer un enfant, c'est lui inculquer des valeurs qui font de lui un être humain, en termes de vertu, en termes d'éducation civique, en termes d'éducation même spirituelle. C'est tout ça qui fait un citoyen. Combien de parents aujourd'hui s'accordent le temps de faire ce travail-là? Donc oui, bien entendu, l'État a son action, et c'est tout à fait heureux, mais aussi, ce sont les familles qui font des citoyens, j'allais dire, éprouvés et respectueux de la loi. Donc oui, là aussi, il faut aussi que parce qu'une chose est d'être papa, et une chose est de jouer son rôle. Donc je pense que là aussi, il y a un travail, c'est vraiment... Objectivement, il faut interpeller aussi les familles parce que ce travail-là aussi, malheureusement, a été laissé en cours de route et c'est pourquoi on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui comme dérive dans nos sociétés. Voilà. Merci beaucoup. Dans un instant, nous abordons le Conseil national de sécurité qui s'est réuni cette semaine et consacré justement à l'examen de la situation de la crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus. Après le Conseil national de sécurité tenu le 16 mars dernier, l'essentiel des mesures prises annoncées par Patrick Kachi, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Il était au micro de Salif Yalekwe. Le temps pour nous de dire merci à Joël Nianzou qui nous a accompagnés tout le long de cette première partie de l'émission, qui va céder sa place à Élisée Bologbe. Pour l'instant, nous suivons ce reportage de Salif Yalekwe.
le Conseil national de sécurité a par ailleurs été informé de la bonne application des mesures d'interdiction de circuler entre le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur du pays et rappelle que cette disposition demeure le meilleur moyen d'éviter de nouveaux foyers à l'intérieur du pays. En outre, les demandes de laissez-passer pour les déplacements à titre exceptionnel entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays se feront dorénavant en ligne sur Internet. Au titre du renforcement des dispositions de distance sociale, les nouvelles mesures portent sur l'obligation du port de masques, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité et leur gratuité, à commencer par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. La réduction des déplacements non essentiels. La mise en œuvre effective du télétravail. La réduction du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et dans les véhicules personnels, dont les modalités seront communiquées par le ministre des Transports. Le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert dans des centres dédiés. Le président de la République a instruit Monsieur le Premier ministre aux fins de procéder, dès la fin du mois d'avril 2020, au paiement des primes au personnel de la santé, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autres acteurs publics engagés en première ligne dans le combat contre le coronavirus. Voilà des mesures complémentaires de lutte contre le coronavirus annoncées par le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Kachi. Élisée Bologbe, bonsoir. Bonsoir Ali. Vous êtes journaliste. Depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire a annoncé des mesures barrières pour lutter contre cette maladie. Et de nouvelles mesures ont été annoncées, notamment l'obligation du port de masque, le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Est-ce que vous avez l'impression, vous, personnellement, que ces mesures-là nous permettront de venir à bout de cette maladie finalement ? Déjà, on ne peut pas préjuger de ce que ces mesures-là vont nous permettre d'arriver à bout. Mais je pense que c'est des mesures préventives, en fait, que le gouvernement prend, dans la perspective peut-être de réduire l'évolution, parce que depuis quelque temps, vous êtes sans ignorer que nous enregistrons vraiment une montée du nombre de personnes testées positives. Et je pense que le gouvernement se voit dans l'obligation de corser, je dirais en quelque sorte, ces mesures-là, dans la perspective vraiment d'éviter que nous atteignions un pic qui n'est forcément pas souhaité. Absolument, mais dans l'analyse, est-ce que ces mesures vous paraissent pertinentes ? Je pense qu'elles sont pertinentes. Elles sont pertinentes dans la mesure où elles ne s'éloignent pas forcément de ce qu'on a déjà vu ailleurs. Des mesures qui ont été prises aussi par ces États-là, qui étaient face à cette montée aussi de personnes testées positives qui ont dû prendre. Donc je pense que c'est, comme le dirait quelqu'un tout à l'heure sur le plateau, gouverner, c'est prévoir. C'est dans cette perspective que ces mesures sont prises. Donc je pense qu'elles s'inscrivent dans cette dynamique-là. Alors, professeur, ces mesures, on commence par l'obligation du port de masque, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité, à leur gratuité, à commencer par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Je commence par la disponibilité et la gratuité des masques. Aujourd'hui, il y a une flambée des prix. Un masque qui se vendait à 200, 300 francs CFA, il se vend aujourd'hui à 1000 francs CFA. Est-ce que déjà la question de la disponibilité peut être assurée ? Oui, et je pense que le gouvernement va prendre des dispositions. C'est ce que personnellement j'ai entendu j'ai compris dans le message dans la conclusion du Conseil national de sécurité, va impulser une fourniture de masques qui va permettre d'arrêter les surenchères qui ont lieu actuellement. Et je crois personnellement qu'à travers ce message, le gouvernement a identifié l'intérêt qu'il y avait pour chacun, vu la situation épidémiologique à Abidjan, de porter un masque. Donc,
le masque que je trouve actuellement, je dois le porter. C'est d'abord pour moi-même, c'est pour la santé de la communauté. De deux, je pense que le gouvernement a identifié son devoir de contribuer de telle sorte que, pour que cette réalité-là soit tangible, de contribuer de telle sorte qu'il y ait suffisamment de masques pour tout le monde. Et pour le faire, l'artisanat, l'industrie nationale est là et d'autres moyens. La société civile même est en train de s'impliquer. La disponibilité des masques doit être accrue, sinon il n'y a pas moyen de pouvoir appliquer cette recommandation. Alors, cette observation répond également à une question qui a été soulevée cette semaine encore par des médecins qui ont émis des velléités de grève parce que ne disposant pas suffisamment de matériel. Là, clairement, le gouvernement indique que les masques seront remis en priorité au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité. C'est une bonne chose, c'est une avancée. Oui, il faut déjà saluer la réunion, enfin le contenu de la réunion du Conseil national de sécurité dans un premier temps et le fait d'avoir mis en avant les forces de défense et de sécurité et les agents de santé, puisque ce sont les premières personnes sur le terrain en ce moment. Et déjà, nous saluons en tout cas nos forces de l'ordre et nos agents de santé. Nous les encourageons dans la lutte qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Et derrière, il y a quand même des inquiétudes dans ce qui est ressorti. Moi, j'ai apprécié la précision du Conseil national de sécurité sur la question des sanctions et des amendes. Parce qu'il y a eu un grand débat autour de l'état d'urgence et on pensait que parce que nous étions en état d'urgence, il fallait enfreindre les droits de l'homme. Et donc la bastonnade, et donc l'humiliation, les sévices corporels ne sont pas admis. La loi sur l'état d'urgence de 59 le précise déjà. Et avec la mention sanction et la mention amende, le Conseil national de sécurité vient encore renforcer la compréhension de l'état d'urgence auprès de nos compatriotes. Cependant, la question des personnes à risque qui doivent rester confinées chez elles à la maison parce qu'elles sont fragiles, elles ont des maladies chroniques. Cela relève d'une autodiscipline incroyable. Justement, parce que là, on n'a pas la possibilité, je ne sais pas comment on peut vérifier. Comment les identifier ? Comment les identifier ? Est-ce qu'on sort avec nos carnets de santé ? C'est en ce moment que la question de la responsabilité personnelle est engagée. Vous savez que vous êtes une personne fragile, évitez les lieux, évitez de sortir sans masque. Évitez de sortir quand ce n'est pas nécessaire, restez confinés chez vous. Vous pouvez demander à vos proches de faire des courses pour vous. C'est le moment de faire des sacrifices, sinon après, comme le disent les spécialistes, il y a le pic, ça sera trop tard. Donc sur ces questions-là, et puis je suis d'accord que pour que le masque, il faut qu'il soit accessible, vraiment, il faut qu'il soit effectivement distribué pour qu'il soit gratuit, comme le disent les conclusions du Conseil national de sécurité. Alors, Valentin, vous qui êtes sociologue, le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la lutte contre la maladie, notamment, Nesmond le disait tout à l'heure, la mesure de confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles. Alors, l'État n'a pas forcément les moyens d'identifier toutes les personnes fragiles. Ça fait appel à une certaine discipline, à une certaine autodiscipline. Vous parliez tout à l'heure, vous n'avez pas arrêté de parler de ce que l'État doit faire, mais aussi à ce que les populations doivent faire elles-mêmes. Mais on l'a aussi dit, ce que l'État doit faire en termes d'éducation, pour être complet sur le sujet. C'est cela, absolument. Oui, non, aujourd'hui, il ne s'agit pas de réinventer la roue. Et puis, comme on l'a dit, on est dans une situation planétaire. Donc, le gouvernement est dans la bonne direction. Je dis, moi, je n'ai pas de problème avec les mesures qui sont arrêtées. Ma préoccupation, elle est ailleurs. C'est une chose de décider, une autre chose de donner les moyens de faire respecter ces mesures. De les appliquer. Voilà, parce qu'après, oui, bien sûr, il y a des points qui concernent la discipline personnelle, je ne suis pas fait d'accord avec vous. Et pour d'autres points, c'est la force publique qui doit faire le travail. Non, les mesures prises par le Conseil national de sécurité vont dans la bonne direction. Après, comme je disais, je pense que parfois, malheureusement ou heureusement, c'est cela, dans nos pays, on a besoin de faire de la pédagogie. Une chose est d'arrêter des mesures, et une chose qu'après, il y a des officiels qui viennent expliquer. Pour que, quand on dit, quelqu'un a un risque, il faut qu'il reste chez lui, ça veut dire quoi ? Comment est-ce que je reconnais quelqu'un à risque ? Est-ce que c'est parce que j'ai une maladie chronique ou bien c'est parce que je suis déjà contaminé ? Je pense qu'il y a toujours... Nos populations, on a besoin d'expliquer les choses. C'est vrai que nous, à notre niveau personnel, on peut le faire avec nos proches, mais il y a quand même le discours officiel qui est aussi important. Donc, je pense que, pour ne pas faire long, le gouvernement prend les mesures qui vont dans la bonne direction. Mais après, c'est aussi peut-être au préalable s'assurer que les masques sont disponibles. Parce que je vois bien des gens aujourd'hui qui portent des masques en tissu, mais est-ce que vraiment c'est de la protection ?
J'ai aussi entendu dire que même le masque qu'on porte, là, au bout de 3 à 4 heures, ben, il faut le changer. Oui, donc il ne s'agit pas juste de porter des masques pour la forme, il faut les porter pour nous protéger mutuellement. Donc je pense qu'effectivement, là aussi, il y a un travail de pédagogie pour que chacun, les uns les autres, comprennent que manifestement, il y a péril en la demeure et que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et que finalement, également, il y a une certaine convergence dans notamment l'utilisation des masques, parce que certains, vous parlez de masques qui durent 3 heures, et des masques en tissu. Il faut que clairement on nous identifie les masques qu'il faut pour l'ensemble des citoyens. Élisée Bologbo, une autre mesure qui a été annoncée, la mise en œuvre effective du télétravail. Vous pensez que les Ivoiriens sont suffisamment équipés pour observer le télétravail? Ce que je note déjà, c'est que pour les entreprises, notamment les entreprises privées, n'ont même pas attendu que le gouvernement donne cette mesure-là. Elles ont anticipé. Pour plusieurs entreprises, elles ont déjà mis en place ce télétravail qui existe bel et bien et qui fonctionne pour la plupart des entreprises. Vous savez, une chose est certaine, on a dit beaucoup de choses ici, mais l'homme, de façon naturelle, a envie de vivre. Il ne veut pas mourir, il a envie de vivre. Il y a cette notion de peur de la mort même qui existe. Donc, s'il est possible pour cette personne-là de prendre des dispositions qui puissent l'empêcher de mourir, c'est notamment avantageux pour la personne. Pour ce qui est du télétravail, je note avec vous aussi effectivement que tout le monde n'a forcément pas la culture des TIC. Ça, c'est une réalité. Donc, à ce niveau, je pense qu'il reviendra peut-être à chaque entité, que ce soit au niveau du public ou du privé, de former son personnel sur la pratique du télétravail. C'est une réalité aussi. Et je me dis que cette pandémie est en train de nous amener à adopter de nouveaux codes dans la manière même de travailler et de gérer la société. C'est aussi un élément que chacun de nous doit pouvoir apprécier. C'est ce que je peux dire déjà. Alors, la réduction des déplacements non essentiels, comment on arrive justement à identifier les déplacements essentiels et ceux qui ne sont pas essentiels? À ce niveau, je pense que la réduction des déplacements non essentiels et le télétravail sont liés en tant que mesure anti-coronavirus, si je peux le dire ainsi. Puisque si vous devriez aller voir quelqu'un pour un anniversaire, désormais, vous pouvez juste emmener un message, envoyer un message. Par exemple, ça peut être identifié comme non essentiel. Et là, ça nous ramène à la discipline personnelle encore. Quand vous regardez dans votre agenda, est-ce que c'est vraiment urgent que vous vous déplacez? Aujourd'hui, il y a des transferts qui sont possibles. Si c'est un problème d'argent, il y a les transferts d'argent qui sont possibles. Oui, il faut utiliser la technologie. Et comme Élisée le disait au début, dans le secteur privé, même avant même coronavirus, la technologie était déjà au cœur même du travail. Peut-être le secteur informel, là, on peut pas, on dit plus. Mais on sait aussi que le secteur informel est touché par les mesures, puisque les maquis sont fermés. Et même pour vous amuser un peu, pour détendre l'atmosphère, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des DJ qui font des soirées spéciales en direct. Ils sont seuls avec leurs instruments et ils se font suivre par leurs followers. Vraiment, les habitudes sont en train de changer. La technologie est entrée. On fait des conférences, des e-conférences à travers des différentes applications qui ont le vent en poupe en ce moment. Il faut encourager cela même après. Maintenant, le télétravail qu'on encourage... Là où moi j'ai un peu d'inquiétude, c'est sur l'éducation avec nos enfants. On parle de l'école à la télévision. Est-ce que dans les localités reculées, est-ce que les gens ont toujours un poste de téléviseur pour pouvoir suivre, pour ceux qui sont en classe d'examen, puisque le ministère de l'Éducation nationale a annoncé une mesure qui est dans ce sens-là. Comment ça va se passer concrètement? C'est un peu cela l'angoisse. Et derrière, il faut que les parents, on ramène encore aux parents à la maison, continuent d'étudier avec leurs enfants pour ne pas qu'ils perdent le fil aussi. Ça, c'est important. Très bien. Oui, Valentin. Alors, c'est vrai qu'Élisée a raison. On est en train de vivre une situation, une période de nos vies, et il y a des chances que quand on sortira, et j'espère, et on va s'en sortir, quand on sortira de cette crise sanitaire, il y a certainement beaucoup de nos comportements qui auront changé. Je suis convaincu que la vie ne sera plus la même, parce qu'il y a des nouvelles données qu'il faudra prendre en considération. Oui, aujourd'hui, vous avez un secteur comme l'hôtellerie-tourisme que je connais très bien,
qui est complètement décimé parce que c'est un secteur sensible. Dès l'instant où on est tout est fermé. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à la maison, c'est difficile pour tout le monde. Oui, je pense que le gouvernement a raison. Celles et ceux qui peuvent travailler en télétravail, j'allais dire gloire à Dieu, c'est tant mieux, mais ce n'est pas forcément adapté pour tous les secteurs d'activité. Après, l'idée, c'est effectivement, si je n'ai rien à faire dehors, mais j'irai chez moi. Je dis, on arrive aussi à un stade ou conscient de la gravité de la situation, ou conscient aussi du fait que beaucoup de nos concitoyens, malheureusement, les mesures barrières, ce n'est pas leur préoccupation, ben après, c'est l'instinct de survie. Il faut, je dis, voilà, moi, mes enfants sont confinés depuis 1 mois, ma famille, moi, je suis à la maison chez moi, le temps que l'activité reparte, parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que, manifestement, je ne peux même pas travailler. Donc, c'est juste du bon sens après. Voilà, il faut préserver sa vie, il faut aussi faire de la pédagogie auprès de ceux de nos concitoyens qui n'ont pas encore compris que c'est sérieux pour qu'on en arrive tous à être vraiment sur la même longueur. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les mesures du Conseil national de sécurité. Professeur Yaya Karamoko, je reviens à vous pour aborder quelques questions actuelles qui se posent ça et là, notamment, on l'a abordé il y a quelques semaines, la question du professeur Raoult, ce célèbre virologue, infectiologue, je crois, qui est à Marseille en France, qui donc aurait évoqué un écosystème africain défavorable au Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, ces derniers temps, on a vu un message vidéo, ensuite retranscrit par beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, certainement, il répondait à une question. Il faut savoir dater la vidéo. Et quand il parle du Sénégal, où il pourrait y avoir le virus de la Covid-19, même s'il n'y a pas encore de cas, et là, il faut savoir qu'il est en train de parler d'un Sénégal qui n'est pas encore atteint. Beaucoup croient que c'est après la distribution de la vidéo, il y a juste quelques heures là, qu'il vient de faire cette déclaration. La déclaration est à mettre dans un contexte d'une Afrique qui n'a pas encore connu son épidémie. Maintenant, la notion d'écosystème qu'il a abordée, il a dit qu'il se pourrait que l'écosystème africain puisse ne pas être tellement favorable à l'évolution de la Covid-19. Cet écosystème, c'est quelque chose de complexe, d'un peu putatif sur certains plans. Effectivement, il y a des interactions entre le pathogène et les médicaments que nous prenons pour d'autres raisons, entre le pathogène et les organismes, même individuellement. Ça commence à l'échelle d'une seule communauté. Tous les organismes ne vont pas réagir de la même manière face au virus. Ce jour-là, le professeur Raoult était en train de faire des suppositions. Il parle beaucoup au conditionnel de ce qui pourrait arriver en Afrique. Vu l'ampleur des choses, vu ce qu'on a tous pu observer, les uns après les autres, Wuhan d'abord, ensuite l'Iran, l'Italie, ensuite la France montée en puissance et actuellement l'Espagne et les États-Unis. Donc il n'est pas question que quelqu'un se permette de baisser les bras en Afrique en s'attribuant des spécificités qui vont limiter d'eux-mêmes la pandémie de coronavirus. Déjà aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 400 cas. Au Sénégal aussi, il y a plus de 400 cas et il y a quelques mortalités. Donc, si on doit avoir un avantage d'écosystème, Raoult n'a rien dit de précis et vu l'envergure, les enjeux de la situation que nous avons déjà vu, nous avons eu la chance de voir ce qui s'est passé ailleurs. Il n'est pas question de prendre des leviers pour pouvoir baisser les bras. Ce serait vraiment la chose la plus insensée possible. Très bien. Alors, en ce moment, dans le monde, il y a beaucoup d'essais cliniques pour trouver un traitement à la maladie. Ici, en Afrique de l'Ouest, on a entendu parler d'un médicament, l'apivirine, d'un certain chercheur béninois qui sera efficace. Vous pouvez nous en dire plus? Bon, le cas de l'apivirine, il faudrait dire que l'apivirine, c'est un médicament qui existe depuis des décennies, un phytomédicament extrait des plantes et qui a été développé dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. L'apivirine a au moins 3 brevets, un brevet africain, un brevet européen et d'autres brevets comme antirétroviral dans le cadre du traitement du VIH-Sida. De l'explication du concepteur de l'apivirine lui-même, le docteur Agou, le béninois, il a dit qu'arrivé un moment, il y a certains de ses maîtres qui avaient été contaminés
par la Covid-19 et ces derniers ont demandé à prendre de l'apivirine. Donc là, dans une étape totalement informelle et que les résultats que ça a donné dans l'informel étaient tellement intéressants que, avec le témoignage de ces derniers, le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers un institut spécifique qui s'occupe des problèmes de santé, a encouragé et obtenu des hautes autorités l'autorisation, la conception et ensuite le lancement d'une étude clinique. Donc d'une étude clinique. Le lancement de l'étude clinique, c'est pour avoir des informations qui vont aider les médecins à tirer des conclusions sur ce médicament. Ces nouvelles-là n'ont pas été très bien comprises par la population qui a commencé à réclamer beaucoup d'apivirine. Et puisque la petite histoire d'automédication que l'auteur, le concepteur de l'apivirine même avait lancé, donc la population aussi s'apprêtait à se lancer dans de l'automédication sur la base de sa déclaration. Ce n'est pas exactement le débat Raoult, mais les autorités béninoises, comme les autorités burkinabées, ont fait des déclarations très claires. Ils ne recommandent pas à quelqu'un de prendre de l'apivirine pour traiter la Covid-19 avant le résultat de l'essai clinique. Et c'est la raison de cet essai clinique. Très bien. Dernière question avant de vous laisser partir. Est-il vrai qu'un autre antiparasitaire d'usage courant donne de l'espoir après des expériences in vitro? Oui, l'anivaquine était connue, la chloroquine, l'hydroxychloroquine était connue pour lutter contre le paludisme, qui est un parasite, un démoparasite en l'occurrence. Là, sur le front de la science, parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent en virologie au laboratoire, sur des cellules, sur des animaux, vraiment encore très éloignés de la clinique, de comment on soigne les gens. Sur le front de la virologie pure, actuellement, il y a une équipe australienne qui s'est intéressée à l'ivermectine, un antiparasitaire utilisé couramment ici en Afrique pour certaines affections comme l'onchocercose et autres, pour l'essayer sur des cellules humaines en culture. Des cellules en culture qu'ils ont contaminées avec le virus de la Covid-19 et ensuite ils ont appliqué ce médicament in vitro et ça a montré comparativement à d'autres études in vitro une efficacité antivirale in vitro qui est vraiment remarquable, qui a surpris, parce que dans 48 heures, cela pouvait réduire à une dose raisonnable la multiplication du virus. Cela dit, ce qui est important actuellement, ce genre de résultat ne met pas fin à l'étape des études in vitro. Il y a encore d'autres travaux in vitro qui doivent se faire. De ces travaux-là, on pourra dire s'il faut passer à des essais cliniques. Donc, il n'est pas question d'utiliser pour le moment un médicament qu'on a essayé in vitro et pas parce que c'est un médicament qu'on utilise. On a aussi beaucoup vu cette rhétorique avec cette forte tendance pour certains à utiliser la chloroquine, notamment en automédication. Et déjà, le gouvernement malien a signalé une circulation de chloroquine fabriquée dans des ateliers clandestins et que des gens s'apprêtent déjà à ingurgiter. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde parle. Il y a des gens qui disent « mais c'est un médicament connu, mais pourquoi on va nous empêcher de prendre ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça chez les médecins. Vous voyez, les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on prend pour calmer des douleurs d'habitude, c'est très connu. Si vous donnez ça à quelqu'un qui a la Covid-19, c'est vraiment une catastrophe. Vous allez, en tout cas, réduire les capacités de l'organisme à se défendre. Donc, un médicament, ce n'est pas parce qu'il est connu qu'on doit l'utiliser sur n'importe quel terrain pathologique. Merci infiniment, professeur Yaya Karamoko. Nesmond Delors, vous voulez poser une question, mais nous sommes au terme de cette partie. Nous allons donc remercier professeur Yaya Karamoko pour ses réponses à toutes nos questions. Le temps pour nous d'aborder justement ce dernier sujet de cette émission. Ce Conseil des ministres a tenu mercredi, conseil qui a adopté une ordonnance portant révision du code électoral ainsi que son projet de loi de ratification compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie du coronavirus et des mesures contraignantes nécessitées par l'impératif de riposte nationale qui rend difficile la tenue des réunions parlementaires. Le Conseil a adopté l'ordonnance portant révision du code électoral. Pierre Dipaumelin.
l'institution du parrainage citoyen pour l'élection présidentielle, le relèvement du niveau de cautionnement à 50 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle, l'abaissement à 5% du taux de suffrage requis pour le remboursement du cautionnement, la suppression de la référence aux intérêts économiques et sociaux comme condition d'inscription sur la liste électorale et son remplacement par des critères plus objectifs se référant au domicile, à la résidence, au lieu d'inscription au rôle des contributions et au lieu d'immatriculation des Ivoiriens à l'étranger à l'effet de lutter contre la transhumance des électeurs. Voilà, on vient de le voir, le nouveau code électoral a été donc adopté. Nesmond Delors, ce nouveau code électoral prévoit désormais que le cautionnement passe de 20 à 50 millions de francs CFA. Quel commentaire ? Oui, de 20 à 50 millions de francs CFA. Augmenter le cautionnement, moi personnellement, j'ai un problème avec. Depuis qu'on faisait le débat, dès le départ, en fait, je veux dire, du dialogue politique autour de ces questions-là. Parce que nous estimons que les citoyens devraient être libres d'être candidats et que l'argent ne devait pas déterminer vraiment la valeur d'un candidat, mais plutôt les idées qu'il porte. Et les idées qu'il porte, les hommes qui l'accompagnent, les femmes qui accompagnent cette candidate ou ce candidat. Vraiment, pour nous, c'est cela qui était important, le projet de société qu'on propose. Nous estimons qu'augmenter les frais écarte d'office une partie de la population parce que pour nous, tout le monde devrait, un citoyen qui est réglo, en fait, qui est en règle dans la République, devrait quand même pouvoir se présenter, être candidat. Mais après, on constate aussi que ça a été revu quand même à la baisse, parce que les débats, on entendait parler des 100 milliards, 100 millions et 50 millions aujourd'hui quand même. Il y a eu quand même une baisse, une sorte de recul. On a finalement obtenu le juste milieu. Le juste milieu. Et voilà, on a finalement obtenu le juste milieu. Ça peut être acceptable parce que quand on écoute aussi le développement, pendant le dialogue politique à l'époque, ceux qui soutenaient qu'il fallait augmenter, ils disaient que la réalité de 1960, 1990 et aujourd'hui n'est pas la même réalité et que lorsqu'on est candidat, il faut... Peut-être ça peut passer chez certains, mais nous, personnellement, j'ai ma position. Mais après, le fait de ne pas être resté à 100 millions, je trouve que c'est bien d'être descendu. Par contre, le contexte de cette décision-là me laisse perplexe, là où on attendait vraiment à ce qu'on soit unis dans le combat contre le coronavirus. Peut-être que si un politique était sur le plateau, il allait dire mais il faut en même temps aussi que la vie continue, il faut en même temps qu'on respecte le délai constitutionnel pour la présidentielle de 2020. C'est certainement ce qui pousse les gens à aller si vite. Mais dans ce contexte, par ordonnance, même si la loi l'avait prévu, je pense que par devoir de solidarité autour de la lutte contre le coronavirus, on devrait rester concentré pour le moment. Élisée ? Moi, je note déjà dans un premier temps que la clause concernant le cautionnement, si on veut s'en tenir à ce que disait le Premier ministre le 17 février, lorsqu'il clôturait le dialogue avec l'opposition, il disait qu'il s'était entendu, voilà, l'opposition et pouvoir sur un certain nombre d'éléments. Même si c'est vrai qu'ils ne sont pas attendus sur tout ce qui a été proposé, mais ils sont entendus parmi ces points d'accord. Et parmi ces points d'accord-là, comme tu le dis si bien, il y avait ce cautionnement-là, selon ce qu'il a dit, selon ce qu'a dit le Premier ministre. Mais moi, je n'ai pas entendu de son discordant venant de l'opposition sur cette question. Je suppose donc que c'est une décision de la classe politique. C'est une décision collégiale de la classe politique. Donc, sur l'aspect du cautionnement, moi, j'ai vraiment pas de réserve à ce niveau-là. Mon opinion personnelle sur la question, contrairement peut-être à ma consoeur Delors, pour moi, j'estime que comme tout examen ou comme tout concours, il y a des critères. On n'est pas forcément censé remplir tous ces critères. C'est ce qui fait que d'office, tout le monde ne peut peut-être pas passer le concours de police, ou ne peut pas passer le concours de gendarmerie, ou ne peut pas passer un autre concours. Il y a forcément des critères. Ça peut ne pas plaire, c'est normal, parce qu'on estime qu'en ce moment précis, ça ne nous arrange pas. Mais bien évidemment, pour qu'on puisse assumer cette fonction, c'est les critères qu'il faut. Et comme pour moi, c'est la classe politique de façon collégiale qui l'a adopté, je ne vois vraiment pas de problème à mon niveau, sur cette base-là. Si au moins il y avait des réserves ou des sons discordants qui venaient soit de l'opposition ou bien de groupements politiques autres,
pour moi, je me disais qu'il fallait peut-être qu'on poursuive encore les échanges. Mais vu que ce n'est pas le cas, il n'y a vraiment pas de sujet à mon niveau. Alors, au pas de charge, nous allons mettre un terme à cette émission. Valentin Zawi, votre mot là-dessus? Non, juste dire que bon, le gouvernement a décidé, on prend acte, mais c'est vrai que peut-être on aurait souhaité qu'il y ait beaucoup plus de cohésion, que toutes les parties prenantes, voilà, quand on a connu toutes les crises qu'on a connues dans ce pays, on aurait pu s'attendre à mieux que ça. Après, on va voir ce que ça va donner. Alors, autre point, très rapidement, chacun va intervenir 30 secondes. Autre point qui a été abordé également, le parrainage citoyen qui finalement a été adopté. C'est une disposition qui fait son entrée dans le code électoral révisé. Quel commentaire là-dessus? Oui, le parrainage citoyen à 5%, je trouve qu'il est possible parce que lui, au moins, je l'accepte en fait. En tant que simple citoyenne, je me dis, oui, pour être candidat, il faut quand même que vous... Avoir une certaine adhésion du peuple. Une certaine adhésion du peuple. Par contre, si c'était le parrainage des élus, il allait y avoir problème. Mais le parrainage citoyen, pour moi, il n'y a pas de problème. Élisée? Je note déjà encore, pour revenir sur ce que j'ai dit tout tantôt, selon le discours du Premier ministre, c'est l'un des éléments sur lesquels encore les différentes parties se sont accordées. Et moi, pour ce qui me concerne, j'estime pour ma part que si tu veux briguer la magistrature suprême, il va falloir quand même que cela soit cautionné par une partie de l'opinion. Une certaine popularité. Voilà, avec certaine popularité. Mais je pense que le gouvernement doit aller au-delà et faire de la pédagogie sur cette question. Parce que c'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on explique aux populations ce que cela veut dire. Le contexte n'est Valentin Zawi? Oui, non, ça rejoint le point, ce que je disais. Je pense qu'on est encore dans des situations, dans des sociétés où il y a un grand besoin de faire de la pédagogie. C'est essentiel. Donc oui, là encore, le gouvernement a décidé, par ordonnance, bon, on prend acte, comme les citoyens que nous sommes, mais après, il faut effectivement expliquer les choses, en espérant que ça ne nous crée pas d'autres problèmes, parce que manifestement, je pense qu'on a besoin quand même d'être un peu plus solidaire pour avancer. La Côte d'Ivoire a vocation à rester un pays moderne et modèle. Et ma prière, c'est qu'on aille dans cette direction-là. Et la société politique ne doit pas tout nous imposer, parce que ce n'est pas parce que les opposants n'ont rien dit pour le moment et que donc tout est parfait. En dehors de la société politique aussi, nous avons notre avis de citoyens. Merci beaucoup à vous, Valentin Zawi, sociologue, Nesmond Delors, Élisée Bologbe, vous êtes journaliste, vous avez accepté de participer au débat sur le plateau de NCI 360. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Rendez-vous dimanche prochain à 20h05 pour un autre numéro de NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup.